Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing, tuto dans l'univers de la figurine et du jeu en général. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Pipou. Salut les barbus! Aujourd'hui, nous allons parler des X-Men, un groupe particulièrement important dans l'univers de Marvel, qui a été créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. Et autant Asgard, dont on a parlé dans la précédente vidéo, était une œuvre de Jack Kirby, autant on retrouve chez les X-Men vraiment les traits typiques de Stan Lee, puisqu'il s'agit de personnages qui sont rejetés de la société de par la nature de leur propre pouvoir. De l'aveu de Stan Lee lui-même, quand il a créé les X-Men, s'il a imaginé le concept de mutant, c'était pour ne pas avoir à expliquer, à trouver une explication scientifique ou mythologique au pouvoir des personnages qu'il voulait mettre en avant, car ce qui l'intéressait, c'était vraiment mettre ces adolescents avec leurs problèmes d'adolescents, de connaissance de leur propre corps et de leur intégration dans une société qui leur est relativement hostile. Donc les X-Men ont connu une première incarnation avec Cyclope, le Fauve, Angel, Marvel Girl et Iceberg. Et la publication a connu un succès relativement faible jusqu'en 69 où, sous la plume de Chris Claremont, cette équipe va connaître un nouveau souffle avec les nouveaux X-Men, ceux qu'on connaît plus facilement avec Tornade, avec Wolverine et pas mal d'autres personnages. Et on va peut-être commencer avec le premier d'entre eux, à savoir Cyclope. Cyclope qui est le leader de terrain de l'équipe. Donc l'équipe est composée a été créée par le professeur Xavier, qui est un puissant télépathe, et qui est malheureusement handicapé puisqu'il se déplace en chaise roulante. Et donc il va envoyer ses X-Men pour défendre l'humanité et pour faire accepter les mutants par cette humanité. Et le chef de terrain de cette équipe, ça va être Cyclope. Donc il faisait partie des premiers X-Men en 69. Et il va également être... c'est le seul personnage de cette première équipe qui va basculer dans la seconde équipe, celle de Chris Claremont, celle de 1969. Ce personnage va être très lié au destin de Marvel Girl, de Jean Grey, qui va être son amoureuse, et il va se définir vraiment par rapport à elle, jusque dans les X-Men numéro 138, où, suite à l'histoire du Phénix Noir, on pourra y revenir le jour où Jean Grey apparaîtra dans le jeu, mais Jean Grey va mourir, et Cyclope va quitter les X-Men. Donc c'est à ce moment-là où Tornade va prendre le rôle de leader. Et Cyclope va avoir toujours cette histoire civile, mais ne va plus intervenir en tant que héros. Il va rencontrer Madelyne Pryor, qui est un sosie de Jean Grey, qu'il va épouser, avec qui il va avoir un enfant, Nathan Summers, qui va devenir plus tard Cable, jusqu'à ce que les auteurs décident de ressusciter Jean Grey. Et ce jour-là, Cyclope, donc Scott Summers, va abandonner tout bonnement sa femme pour revenir auprès de Jean Grey. Donc Madelyne Pryor va être mise de côté, et d'ailleurs elle va mal tourner puisqu'elle va finir comme super vilaine. Elle va devenir la Goblin Queen, donc un nouveau vilain. Cyclope, c'est le personnage vraiment moral, très impliqué, qui obéit toujours au professeur Xavier. Ça a changé ces dernières années, entre autres à partir du crossover Avenger versus X-Men, AVX, où pour protéger la Force Phoenix qui est revenue sur Terre, Cyclope va mener une petite équipe contre les Vengeurs. Il va avoir un rôle un petit peu moins manichéen que précédemment. Et c'est vrai que ces derniers temps, les auteurs lui ont pas donné forcément le très bon rôle. C'est un petit peu à l'opposé de ce qu'avait pu faire Stan Lee et par la suite Chris Claremont par le passé. Bah, très intéressant. Et je vais même rajouter un petit point, c'est que tu lui as dit que Xavier, il était là pour en fait faire intégrer les X-Men, mais aussi faire développer toutes les compétences de chaque en fait X-Men qui va à l'école de Xavier, et donc il les aide à dynamiser leur pouvoir, enfin et à à améliorer s'entraîner leur dans pouvoir la et à les fameuse salle des maîtriser. dangers, oui.
C'est ça. Donc, du coup, pour Cyclope, alors on va prendre sa carte de personnage. Donc Cyclope, c'est un très bon personnage selon moi. Un commandant à 4, donc c'est un commandant à un coût moyen, donc c'est plutôt sympathique. En termes de points de vie, 6 points de vie sur la première phase, 6 points de vie sur la deuxième phase. Donc on est dans la moyenne des personnages à 4, mais je dirais la moyenne haute des personnages à 4. En termes de statistiques, on voit que ses défenses, et c'est surtout la défense physique qui a un plus avec un 4, le reste étant des défenses classiques à 3. Concernant ses attaques, on y reviendra un peu plus tard. Je vais commencer par parler de sa capacité donc, en tant qu'affiliation X-Men, si on choisit Cyclope en tant que commandant. Du coup, ça permet, une fois par ronde, lorsqu'un personnage allié déclare une action d'attaque, mais avant de choisir l'attaque à utiliser, n'importe quel nombre de personnages alliés à 3 du personnage attaquant peut dépenser une ressource. Chaque ressource ainsi dépensée réduisait le coût en pouvoir de l'attaque du personnage attaquant de 1, pour un minimum de 1 pour cette action d'attaque. Donc ça, c'est top. Des attaques qui coûtent plus cher que 1, parce que ça marche pas pour des petites attaques, ou non, des petites super pouvoirs. Non, en fait, ça marche que pour les attaques, donc il faut faire attention à ce détail-là. Et ça réduit en fait le pouvoir de 1. Donc en gros, on a un peu une pool de pouvoirs qui est combinée de tous les personnages, avec lequel on peut s'échanger en fait des pouvoirs si on a apporté 3 pour pouvoir faire des super attaques. Et ça, je trouve ça sympa. Je prends l'exemple. Donc là, on va parler des attaques et je vais prendre l'exemple de l'attaque de Cyclope pour un peu illustrer ce propos. Là, on voit, il a une dévastation optique, qui est une attaque de zone à distance 5, donc c'est énorme. Enfin, je crois que c'est la première attaque de zone distance 5. Donc là, en fait, tous les personnages qui vont toucher la réglette sur cette distance de 5 vont pouvoir se prendre une attaque de 7D, donc c'est plutôt pas mal. Et elle coûte 4. En fait, ce qui est top avec ça, c'est que si on lui met 4 X-Men à côté de lui, et ben chaque X-Men peut donner 1 point à Cyclope, et hop, bim, Cyclope fait son attaque de D7 derrière. Et en plus, cette attaque, si en fait elle génère un effet dans l'attaque, donc avec 7D pour un effet, on est en stat. Philippe, est-ce que tu te rappelles de la 61%. Stat 61%, désolé, je ne l'avais pas en tête. 61% de chance, donc c'est plutôt pas mal. Et ça permet justement de pouvoir enlever un pouvoir au personnage qui serait touché. Donc ça, enfin, sur plusieurs attaques combinées, parce que ça touche plusieurs personnages, ça peut faire très mal. Après, en termes d'attaque de base, ce qui est intéressant par rapport à d'autres personnages, ça va être la distance de 4 de base. Et si je le compare à Captain Marvel, elle a une attaque à 4, mais ça lui génère ça lui génère pas de points de pouvoir. Et en fait, cette rafale optique génère en fait des points de pouvoir sur les dégâts infligés. Et il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui vont proposer une attaque de 4 en générant des points de pouvoir. Donc ça, c'est un plus. Et repousser derrière, bah, ça permet de pouvoir décaler une fiche de distance S, et ce qui nous permettra en fait que s'il pouvait revendiquer un objectif dans le tour, eh ben, on lui permet pas de revendiquer l'objectif. Donc on est plutôt bien. Après, on a une capacité de super pouvoir à 3 qui s'appelle chef de terrain. Choisissez un allié à 4 et déplacez-le d'une distance de S. Moi, je trouve ça peut être intéressant dans certaines situations. Après, je trouve ça relativement cher. Mais ça peut nous aider à prendre un objectif. Par exemple, sur la mission avec les bombes originelles, bah, déplacer un personnage à un certain moment donné pour récupérer une deuxième bombe et avoir le contrôle des 3 PV, on peut gagner une partie grâce à ça. Donc voilà. Je pense que c'est bien, mais c'est cher à utiliser dans certaines conditions. Après, on a frappé et se replier. Donc ça, c'est excellent pour 2 points. C'est un peu comme une charge, mais comme lui, il est en distance 5, bah, en distance de 5 sur une grosse attaque et 4 sur l'attaque normale, bah, du coup, ça permet en fait de laisser toujours une marge de décalage entre son personnage et le personnage adverse. Et je pense que bah, ça peut être pas mal de jouer comme ça, reculons, ou en sécurisant les objectifs et en les reculant à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a extraction rapide, qui a un coût 2. Lorsque ce personnage est la cible d'une attaque et que l'attaquant n'est pas à portée 2 de ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. À la place de lancer un nombre de dés égal à la défense, il lance 5 dés. Puis ce personnage ne subit aucun dégât de cette attaque. Après la résolution de l'attaque, l'attaquant subit 2 dégâts. Donc en gros, au lieu de faire un jet de défense avec le nombre de dés qu'il a normalement, on va tirer 5 dés. Et sur ces 5 dés, si en fait
il a les boucliers nécessaires pour parer l'attaque. Il va infliger 2 dégâts à la personne qui lui a mis une attaque. Donc ça peut être sympa parce que ça peut refroidir un personnage, le fait de lui garder 2 pouvoirs. Un personnage avec 2 points de vie restants, ça peut le refroidir à attaquer Cyclope, et donc peut-être de laisser passer un objectif ou quelque chose comme ça, pour éviter, s'il est sur une zone de contrôle, de prendre un personnage hébété. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Philippe? Moi, c'est un personnage qui me plaît un peu. C'est pas mon personnage préféré en termes de jeu, même si je l'aime beaucoup dans les comics. Je trouve que pour 4 points, c'est pas le leader idéal. Pour autant, il a quand même pas mal de qualités, effectivement, et entre autres, sa capacité à faire des attaques à longue distance. On sait très bien que les personnages qui ont cette capacité, par exemple MODOK, dominent facilement le champ de bataille. Moi, je trouve qu'il est quand même bien. Après, en tant que leader, je ne jouerais pas forcément X-Men. Pardon, je jouerais pas forcément Cyclope. Par contre, je pense que Storm peut être mon leader dans une série de X-Men. Donc, sans transition, on passe directement à Storm. Donc, je vais te laisser d'abord présenter le personnage, comme il se doit. Alors, Storm est apparu en 1969, donc au moment où il y a la nouvelle équipe des X-Men dont j'ai parlé, qui est apparue. Hein. Je vous le disais, la publication des X-Men était un petit peu en perte de vitesse. On savait pas trop chez Marvel quoi en faire, et donc ça a été relancé avec un objectif de séduire à l'international. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de personnages internationaux qui ont été intégrés dans cette équipe, avec Colossus qui était russe, avec un personnage irlandais, Banshee, avec un personnage canadien, Wolverine, et avec Storm qui est d'origine africaine. Et donc le personnage a été créé par Len Wein et Dave Cockrum. Et Dave Cockrum, au départ, quand il a imaginé le personnage, il l'avait plutôt imaginé comme un personnage masculin, mais c'est Roy Thomas, qui était le chief editor chez Marvel, qui l'a poussé à en faire une femme noire, vraiment pour des raisons de diversité, pour apporter de la diversité dans cette équipe et un petit peu quitter le schéma des hommes forts et de la femme en détresse. Ce qui était un petit peu le cas précédemment chez les X-Men. Jean Grey, avant l'époque Phoenix, était vraiment considéré comme un personnage qui était protégé par Cyclope la plupart du temps. Là, on a un personnage qui est puissant, qui est fort, mais qui est aussi très féminin, et son origine africaine a vraiment été exploitée, entre autres par Chris Claremont, en la mettant dans des positions où elle a du mal à comprendre la société américaine dans laquelle elle évolue. Donc, ce personnage, au départ, est plutôt un personnage pacifique, calme et doux, mais ça va changer à partir de Uncanny X-Men 173, où on va avoir Storm qui va être confrontée, Tornade qui va être confrontée au Morlock, et elle va avoir un violent affrontement avec la chef des Morlocks, et suite à cet événement, elle va changer de costume, elle va avoir le costume Mohawk, le costume iroquois, la coupe à l'iroquoise. Et puis elle va avoir des attitudes un petit peu plus agressives qu'elle n'avait pas par le passé. Et puis suite au départ de Cyclope de l'équipe après les événements liés au Phénix Noir, elle va prendre la tête de l'équipe, elle va prendre le rôle qu'occupait Cyclope à l'époque. Et en 91, quand Jim Lee va reprendre la série après le départ de Chris Claremont, il va créer 2 équipes de X-Men, la Gold Team et la Blue Team. Et donc, Storm va être la chef de cette équipe Gold Team. Alors, à savoir, Storm, dans un des épisodes des X-Men dans les années 90, il y a eu, ils sont revenus sur son enfance, et on va apprendre que dans son enfance, elle va avoir croisé T'Challa, donc le futur Black Panther, et ça va être exploité par la suite dans Black Panther volume 4, numéro 18, où Storm va retrouver T'Challa, et ils vont finir par se marier. Donc Storm a épousé la Panthère Noire, Black Panther, et c'est la raison pour laquelle dans le jeu on va la retrouver affiliée au Wakanda. Mmh. Et puis du coup, oui, en plus
On le voit très bien par rapport à l'affiliation, et puis il se marie, il me semble aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ils sont mariés aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, passons à la carte de Storm. Déjà, on va parler de sa capacité de commandement. Donc là, on a, une fois par round, vous pouvez utiliser cette compétence de commandement pendant l'activation d'un personnage. S'il ne porte pas de jeton objectif, si vous le faites, choisissez un autre personnage allié à 2 du personnage actif, placez le personnage actif à 1 du personnage choisi. Donc en gros, une fois par tour, on peut déplacer un personnage s'il n'a pas de jeton d'objectif pour le rapprocher d'un autre personnage. Donc ça, je pense que c'est super intéressant, et notamment pour faire arriver un personnage à porter 1 du jeton, d'un jeton objectif, pour pouvoir le revendiquer avec plusieurs personnages en bonne santé. Donc ça, c'est la première partie de son pouvoir. Et la deuxième partie, de plus, lorsqu'un personnage allié est ciblé par une attaque, et que l'attaquant n'est pas à 2 du personnage allié, le personnage allié bénéficie d'une couverture. La couverture permet de relancer un dé de défense, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. De relancer un dé de défense. Donc, bah, c'est cool parce que de base, enfin quasiment dans tous les cas, hein, parce que porter 2, ou alors c'est qu'on a décidé d'aller combattre, mais en tout cas, sur pas mal de cas, on aura un dé de défense supplémentaire, entre guillemets. À moins qu'on fasse un jet parfait, mais c'est assez difficile de le faire. Alors, en termes statistiques, on a un personnage qui coûte 3. C'est très bien pour un commandant. Moi, je suis assez fan des commandants qui sont peu chers. Et on a entre 5 points de vie d'un côté, 5 points de vie de l'autre. On va dire, c'est moyen, c'est normal. La seule différence, c'est qu'elle a 1 de plus en défense énergétique, comparé à la moyenne des personnages de 3 qui sont plutôt 3-3-3. En termes d'attaque, on a un éclair à portée 4. Dégâts infligés, on récupère des pouvoirs. Et elle va donner la condition choc avec un effet. Choc qui nous permet en fait de pouvoir défausser un jet d'attaque sur les attaques de nos adversaires. Enfin, s'il ne s'enlève pas la condition, il perd un de ses dés d'attaque. Après, on a une attaque de zone, toujours qui coûte 0. C'est une réglette B3, donc une portée 3. Et c'est tous ceux qui seront en contact avec la réglette qui pourront être ciblés. Et donc, si cette attaque inflige des dégâts, le personnage ciblé reçoit la condition étourdi. Étourdi, c'est si un effet entraîne que le personnage gagne plus de 1 pouvoir, il sera limité à 1 pouvoir. Donc c'est pas mal, surtout, on va dire, dans les premiers tours, où les personnages vont utiliser leur attaque de base qui leur permettent de gagner autant de dés que de dégâts infligés. Et puis là, on va permettre de limiter ce gain de pouvoir à 1. Et moi, je trouve ça bien en termes de stratégie, notamment quand on veut revendiquer des objectifs. Et ça nous amène à sa 3e attaque, qui est une attaque à effet de zone. Elle ignore les lignes de vue et les couvertures. Elle fait 5 dés, 4 de pouvoir pour la faire. Ça a portée 2, donc ça reste une petite portée, mais c'est quand même super intéressant parce que c'est autour du personnage. Elle esquive nos personnages alliés. Donc apparemment, tous ceux qui sont dans cette zone, donc c'est pas comme l'attaque de Hulk dans la précédente vidéo où avoir des alliés dans le coin, c'était un peu gênant. Là, avoir des alliés dans le coin, ça ne pose aucun problème parce que Storm arrive à viser avec sa tornade. Donc c'est bien. Ça, sur des contrôles d'objectifs, je trouve ça le top du top. Et en plus de ça, s'il y a des personnages qui ont vol, après la résolution de toutes les attaques de toutes les attaques de la zone d'attaque, chaque personnage ennemi dans la zone d'attaque avec le super pouvoir permanent vol subisse 1 dégât supplémentaire. Donc en gros, si il lui restait 1 point de vie au mec qui a vol, bam, on peut le mettre hébété ou on peut le mettre KO grâce à ça. Après, donc, on a un super pouvoir à 3, l'œil du cyclone. Lors de la prochaine action d'attaque faite par ce personnage, ce tour-ci, ajouter 2 dés à son jet d'attaque, qui peut être très intéressant quand on a beaucoup de points de pouvoir en nombre et qu'on veut enchaîner les attaques, mais bon, ça coûte relativement cher. Tempête, choisissez un élément de terrain interactif de taille 2 ou moins et à 3 de portée et lancez-le d'une distance de S. Donc c'est quand même top, ça permet d'avoir un lancer à distance. Et vous savez que ce que j'en pense des lancers, c'est plutôt pas mal, rappelons-le. Après, de taille 2, ça reste petit, mais bon, tous les poubelles, les réverbères, les voitures, on peut les envoyer, donc c'est plutôt bien. Déesse de l'orage, les personnages doivent être à 3 de distance pour cibler ce personnage. Donc, on va être sur des personnages comme Captain Marvel, comme Cyclope, s'il y en a un dans l'équipe d'en face. Du coup, ils vont pas pouvoir la cibler, et ça, c'est plutôt pas mal.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le personnage de Storm? Non, si ce n'est que la figurine est vraiment très belle, très La dynamique, figurine, avec elle est magnifique. avec les éclairs. On a vraiment toute la dignité de Storm qui transparaît. Et petite remarque aussi sur les packs des personnages X-Men et de la confrérie des mutants. Atomic Mass Gain a commencé à faire des pièces alternatives. Donc on Oui, peut changer certaines pièces, entre autres là sur Cyclope, il y a il y a une deux têtes nouvelle, il y a deux alternatives. têtes. Une avec les cheveux et une où il a mis les cheveux Tout sous à son fait, ce costume, qui quoi. permet d'avoir les différents costumes à travers l'histoire, et ça aussi, c'est un gros avantage. Ouais, ça c'est le top. Enfin, moi je trouve ça sympa. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de personnalisation encore, mais ça permet d'être un peu, enfin, d'avoir une armée un peu plus à notre goût. Mhm. Si, enfin, pas tout le temps la même, quoi. Tout On à va fait, dire ça. ça permettra pour Cyclope par exemple d'avoir sa version d'origine où il a la tête masquée, d'avoir la version des années 90 où, avec les cheveux au vent. On peut faire la peinture de son costume de En X-Factor noir, par exemple, soit en bleu-jaune. le costume bleu-jaune. Donc voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est bien sympa et j'espère qu'ils vont le faire de plus en plus souvent. C'est clair. Mais je pense que c'est bien parti pour. Parce que regarde, Deadpool, il y a Oui, beaucoup plus il y en de a plein. personnalisation. Du coup, donc, dans le pack, on a le droit à pas mal de cartes. Et notamment une mission à 18. Un mutant fou transforme le centre-ville en parc d'attractions. Donc c'est une menace de sécurisation. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut on peut prendre en fait le contrôle des points. On n'est pas obligé de rester à côté de l'objectif sur cette mission-là. Moi, je pense qu'elle est intéressante. Voilà. Mhm. Et Euh, elle fait référence au vilain Arcade, qui est un vilain de l'univers des X-Men, qui a toujours une thématique autour des parcs d'attractions, des jeux, etc. Donc c'est aussi une référence un petit peu à l'univers des X-Men. alors, après, on a première promotion. Donc, au début de la phase d'action, un personnage allié Uncanny X-Men peut jouer cette carte. Chaque personnage allié Uncanny X-Men qui n'a pas dépensé de pouvoir la première fois qu'il interagit avec un jeton d'objectif ce tourne-ci. Donc en fait, bon, je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite correction sur ce qui est écrit exactement. Mais en gros, si, à chaque fois qu'on doit interagir avec un pion objectif, on doit dépenser une ressource de pouvoir pour pouvoir le faire. Et là, cette carte, elle nous permet, donc si on a prévu un round où on va dépenser grave de pions d'objectifs pour les récupérer, et ben ça nous permet de garder ça pour des attaques ou pour des super pouvoirs. Donc moi, je pense que cette carte, elle est plutôt pas mal et à mettre absolument dans un deck X-Men. Après, on a les enfants de l'atome. Un personnage X-Men peut jouer cette carte, retirer toutes les conditions spéciales du personnage. Pardon, excusez-moi. Voilà. Les conditions spéciales de ce personnage, il gagne un pouvoir pour chaque condition spéciale ainsi retirée. Je pense que c'est une carte à. C'est une carte à. Enfin. C'est une opportunité d'avoir cette carte. Je la mettrai pas forcément. Par contre, elle peut obliger son adversaire à pas nous faire cumuler justement les conditions spéciales et peut-être à répartir plusieurs conditions spéciales sur plusieurs personnages. Donc ça, c'est à la fois bien et à la fois. C'est pas une de mes cartes favorites, on va dire. À moi les X-Men. Un personnage X-Men non, un personnage avec une compétence de commandement X-Men peut dépenser n'importe quel nombre de pouvoirs pour jouer cette carte. Pour chaque pouvoir dépensé pour jouer cette carte, un personnage allié X-Men peut avancer d'une distance S vers ce personnage. Donc ça peut être pas mal pour ramener des potes. Moi, je pense qu'elle est bien une tactique pour ramener des potes, pour venir. T'es sur un objectif, tu vois que l'autre il arrive et qu'il il va prendre le commandement de l'objectif. Hop, tu peux vite ramener des gens en dépensant des pouvoirs et être plus en bonne santé pour contester un objectif. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Oui, ce que je trouve intéressant dans ces cartes, c'est qu'on a des cartes, entre autres pour First Class, donc première promotion, qui ne demandent pas d'investissement en points d'énergie pour pouvoir être jouées. Ce qui fait qu'elles sont assez faciles à placer et elles sont rares, les cartes qui ne demandent pas ce type d'investissement. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de passer en fait à la suite des X-Men et un personnage tant attendu de tout le monde qui est
Wolverine. Wolverine ou Serval pour les gens de ma génération. Wolverine, c'est un personnage qui est apparu la première fois dans Incredible Hulk 180, qui a été créé par Ron Thomas, Ling Wang et John Romita Sr. L'idée étant que de pouvoir donner un adversaire à Hulk alors qu'il se balade au cœur du Canada. Et pour ce faire, ils se sont inspirés d'un animal originaire d'Amérique du Nord, que les Québécois appellent le carcajou, mais que nous appelons le glouton. Donc effectivement, en version française, le nom le glouton aurait certainement beaucoup moins scié à Wolverine. Et quand ils ont créé ce personnage, au départ, ils n'avaient pas trop d'idée de quels étaient ses pouvoirs. D'ailleurs, dans l'imagination de Ling Wen, le personnage n'avait pas des griffes rétractables, mais les griffes étaient liées à ses gants, initialement. Et quand en 69, donc au moment où on a relancé les X-Men avec des personnages internationaux, on a intégré Wolverine en tant que représentant du Canada dans cette équipe. C'est à ce moment-là où ils ont revu le personnage et où ils se sont dit, bah oui, mais on va un petit peu développer ses pouvoirs, on va un petit peu développer le personnage, et ils ont imaginé que ses griffes rétractables, c'était lié à son squelette et non pas de simples gants. Alors au départ, les auteurs des X-Men ne savaient pas trop quoi faire de Wolverine, et c'est une forte tête, donc ils s'en servaient beaucoup comme opposition à Cyclope, mais grosso modo, c'était de l'opposition bête et méchante. Dès que Cyclope disait quelque chose, Wolverine disait le contraire et jouait un petit peu solo. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Chris Claremont se posait la question de l'exclure des X-Men, tellement il avait peu d'intérêt pour ce personnage. C'est quand le dessinateur John Byrne est arrivé sur la série X-Men, John Byrne étant lui-même canadien, il s'est pris d'amour, comme on dit là-bas, il s'est pris d'amour pour Wolverine, et c'est lui qui a vraiment développé le personnage, qui lui a donné son côté beaucoup plus bestial. Il lui a rajouté des poils. Quand on voit la façon dont John Byrne dessine Logan torse nu, c'est vraiment le tapis moquette, quoi. Il lui a donné vraiment une personnalité beaucoup plus marquée, un intérêt amoureux, même s'il n'est pas aussi flagrant que dans les films, mais un intérêt amoureux pour Jean Grey. Le côté très protecteur, quand il va y avoir Kitty Pryde, la jeune adolescente qui va rejoindre les X-Men, il va avoir ce côté très protecteur, et c'est un personnage qui va vraiment connaître du succès dans cette période d'or pour les X-Men, qu'a été la collaboration entre John Byrne et Chris Claremont. Tant et si bien que dans les années 90, il va être vraiment mis en avant. Et on va commencer à raconter son histoire. Dans une première mini-série, Weapon X, donc dans Marvel Comics Present 72, on a l'histoire Weapon X où on apprend comment est-ce que Wolverine a obtenu son squelette d'adamantium, puisque son véritable pouvoir mutant, c'est sa régénération. Et le squelette d'adamantium, en fait, il a été injecté dans son propre squelette par une organisation qui cherchait à créer des armes vivantes, des armes humaines. Et malheureusement, ça va mal se passer dans le cadre de Logan, puisque il va devenir fou de rage et il va saccager complètement la base secrète dans lequel on l'avait opéré. Ensuite, en 2001, il va y avoir la série Origin, où on va raconter l'histoire lointaine de Wolverine. On va découvrir que en fait, Wolverine a plus d'une centaine d'années et que à la base, c'était un adolescent chétif qui va très mal vivre avec un père un petit peu abusif et qui va très mal vivre la découverte de ses pouvoirs. Un autre arc qui est très très intéressant à lire sur l'histoire de Wolverine, c'est Old Man Logan, qui se passe là pour le coup dans le futur. C'est une série qui date de 2008, où on va voir un Wolverine âgé dans un futur dystopique, où il va être opposé à un Hulk totalitaire, et on va retrouver cette opposition entre Logan et Hulk. Et c'est cette série qui va inspirer le film Logan, le magnifique film Logan de James Mangold, qui est sorti en 2017.
et qui est parmi les films inspirés des X-Men. C'est pour moi, en tout cas c'est celui que je préfère et c'est pour moi le plus beau. Eh ben, ça en fait des choses à dire sur Logan, sur Wolverine. Non, moi j'ai toujours kiffé ce personnage. Après, tout le monde le kiffe. C'est un personnage qui est aimé de tous. Je propose qu'on passe à sa carte de personnage. Donc, du coup, c'est un personnage qui coûte 4. Donc, c'est un coût un peu plus élevé que la moyenne. Il aura 7 points de vie sur sa première phase et 5 sur sa deuxième. Donc, il en perd un peu sur sa deuxième. Mais il va gagner un pouvoir en plus qui est la rage sauvage. Ajouter un dé au jet d'attaque de ce personnage pour chaque jeton de blessure qu'il a. Par contre, il a une petite, il a un petit malus à cause de cette capacité. Il ne peut pas interagir ou détenir de jetons objectifs. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on l'a en phase à 7, donc c'est plutôt bien. Bon, après, on l'a à 5, mais à chaque fois, ça devient comme un Hulk avec ses trois jetons et qui va mettre un dé en plus. Donc là, bon, bah, si on a 3 dégâts, bah, 3 dés en plus, hein, mine de rien, c'est pas mal. Alors, donc le personnage est... Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Ces 2 attaques. Alors, une attaque de portée 2, qui reste faible comme portée, qui va nous permettre de revendiquer des pouvoirs pour les dégâts infligés. Et à chaque effet, la cible se prendra un double effet. Donc, l'effet saignement. Et l'effet saignement qui permet en fait de perdre un point de vie à l'activation du personnage en question. Et perforant, c'est remplacer un des dés de résultat critique, effet ou bouclier du personnage défenseur par un blanc. Donc ça va permettre de mettre un dégât supplémentaire qui aurait dû être normalement paré. Après, on a une deuxième attaque de distance 3 et qui fait 7 dés, qui coûte 3 pouvoirs. Avant d'infliger les dégâts, placez ce personnage à un de sa cible, donc qui va nous permettre en fait de se déplacer 2 gratos, en vrai. Et si cette attaque inflige des dégâts, si le personnage est de taille 3 ou moins, ce personnage peut le lancer d'une distance S. Donc on se rapproche de lui et on peut le faire cogner sur autre chose, donc soit un décor et le personnage qui se cogne il sera 1, soit un autre personnage, si on le lance sur un autre personnage, et qui se prendra donc la taille du personnage lancé plus 1. Donc ce qui est intéressant, ça permet de mettre un double dégât sur cette attaque-là. Le meilleur dans ma spécialité, ça coûte 3. Action, ce personnage effectue une action de déplacement suivie d'une action d'attaque, taillade d'adamantium. Lorsqu'il effectue cette attaque, chaque résultat effet du jet d'attaque compte comme 2 réussites. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Donc en fait, on a affaire à une charge améliorée. Elle coûte 1 de plus que la charge, et elle permet en fait, d'avoir masse de dés. Et déjà à la base, sur 5 dés, il y a 50% de chance, 55% ou 50% de chance de faire un effet. Sur 5D, tu as 49% de chance. Ouais, sur 50%. Donc tu as une chance sur 2 d'avoir une touche de plus sur 5D, donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que ça le fait passer, entre guillemets, ça peut le faire passer en moyenne à 6 voire 7D si on a un peu de chance sur nos jets de dés. Après on a Squelette d'Adamantium. Lorsque vous déterminez si ce personnage peut être lancé ou possédé par un effet ou une règle spéciale, ou lorsqu'il entre en collision avec un autre personnage ou un élément de terrain, ce personnage compte comme ayant une taille de 3. Ça c'est un peu dangereux, parce que si on le renvoie sur quelqu'un d'autre, et ben, ça fait tout de suite 4 de dégâts, et donc il va falloir faire attention à pas le mettre trop près de gens un peu fragiles qui pourraient craindre un peu de pas esquiver les collisions ou ce genre de choses. Et on a deux autres compétences infinies. On a Facteur de guérison 2 qui va nous permettre de soigner 2 dégâts à la fin de chaque tour. Rappelons que ça ne marche pas, parce que j'avais vu une question sur un forum, ça ne marche pas si le personnage est KO ou hébété. Ce qui est logique en même temps, parce que sinon il pourrait jamais être hébété. Mais je préfère le préciser parce qu'il y a une question qui a été posée en ce sens. Et immuniser étourdissement, ça permet en fait de ne pas avoir la condition étourdie. Et cette condition, c'est qu'il serait limité à gagner un pouvoir. S'il l'était, bah, lui, il sera jamais dans ce cas-là. Donc il pourra toujours se faire des pouvoirs. Rien de plus à ajouter pour ma part. Moi, je vais juste noter le petit clin d'œil d'Atomic Mass Games sur le nom de l'attaque Barrage Berserker, puisque c'est pas tiré des comics, le nom de cette attaque, c'est des jeux vidéo.
de Marvel Marvel versus versus Capcom. Capcom. Ah, tu Tout vois, à moi fait. aussi, Marvel versus Capcom 2, et c'est l'attaque où en fait il court à fond et il fait Court des en X. faisant des X Ouais. avec ses griffes. Oui. Elle est. Et d'ailleurs, il est excellent ce jeu. Moi, c'est un de mes jeux préférés, Marvel vs Capcom et Marvel vs Capcom 2. Et puis même les skins qu'on revoit, c'est les mêmes. Cyclope, pareil, la taille de Cyclope là qui fait tout l'écran, c'est un peu son attaque qu'on retrouve aussi sur la carte de personnage. Alors, concernant les cartes de personnages, on a le droit à 3 cartes dans ce pack. Parce que oui, on va pas rentrer dans le détail, mais il est avec dents de sabre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc voilà. Et les 3 attaques, les 3 cartes, donc on a le droit à programme arme X. On peut dépenser 3 pour jouer cette carte. Ce personnage peut être lancé sur une distance S. Il ne subit pas de dégâts s'il entre en collision avec un autre personnage ou un élément de terrain. Donc ça peut être super pratique, qui est dans le flou. Je vois bien en fait Tornade quand elle le pousse comme ça, bim, et que lui il arrive avec ses griffes et voilà, il fracasse un personnage. Donc elle est plutôt bien. Moi je trouve que si on a Wolverine, c'est bien de l'avoir. 3 points, c'est pas super cher et ça peut nous aider à reprendre un objectif. Donc ça peut être. Moi je trouve ça très bien. Après, on a une deuxième carte qui est One to Punch, qui est une pierre deux coups. En fait, c'est la même carte que la carte dans la boîte de base. Donc, ça permet que lorsqu'un personnage d'une attaque, enfin, un personnage ennemi est à distance 2 d'une attaque, un autre personnage peut dépenser 1 et ça nous permet d'ajouter 2 dés à cette attaque. Je précise qu'il n'est, à mon sens, pas possible de posséder 2 fois la même carte, One to Punch. Donc celle de la boîte de base et celle de ce pack-là. Et je pense qu'en fait, c'est juste une carte pour avoir un skin alternatif. Et si on voudrait, on préférait Wolverine et Dante Sabre sur la carte plus que Captain America, bah, ça nous permet de monter aussi de manière jolie notre deck. Je trouve ça sympathique. Après, la troisième carte qu'on a, c'est Guérison Exceptionnelle. Non affilié, donc on peut la donner à tout le monde. Lorsqu'un personnage allié avec le super pouvoir facteur de guérison doit subir des dégâts d'un effet ennemi, il peut dépenser 3 pour jouer cette carte, réduire le nombre des dégâts subis de. Donc bon, ça reste cher pour perdre. Enfin, c'est 3 points le point de vie. Bon, on va dire que ça peut être bien si le personnage doit devenir hébété ou KO, ça nous permet de le garder. Et notamment le garder avant la fin du tour pour qu'il se fasse ses 2 points de vie supplémentaires, quoi. Mais hormis ça, je trouve que ça coûte cher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je suis d'accord avec toi. Sur ces cartes, moi j'aime beaucoup Programme X qui peut être très sympa et en plus qui a un côté Programme Arme X très fluff qui me plaît beaucoup. Toi, t'aimes bien quand ils font. Quand t'arrives à t'imaginer ce qu'ils ont voulu décrire, tu kiffes de Voilà, exactement. C'est quand je m'imagine vraiment que je vois le combat qui se déroule sur le champ de bataille, ça me plaît énormément. J'en suis sûr que Philippe, quand on joue avec lui, il commente et tout. Ouais, là, je fais ça. Mais ouais. Il fait les gestes et tout, quoi. Alors, je propose qu'on passe à notre dernière figurine actuelle de ce pack, enfin de cette faction. Et je propose qu'on passe à Beast. Donc je vais te laisser nous présenter ce personnage. Beast, le fauve, tout à fait. Donc Beast faisait partie des personnages d'origine de la première équipe des X-Men. Donc il est apparu dans Uncanny X-Men numéro 1 en 63. La particularité de ce personnage, c'est qu'il avait des pieds et des mains disproportionnés et une agilité hors du commun, qui lui permettait de s'agripper n'importe où, de bondir et d'être un petit peu le scout, l'avant-garde des X-Men. Ce personnage se caractérise aussi par son côté très intellectuel. C'est un ingénieur, c'est un scientifique, et il a aussi une très grande culture littéraire. Et entre autres, il utilise dans son langage beaucoup d'expressions surannées, entre autres Stars and Gathers, qui ne peut pas se traduire en français, qui a été traduit par les différentes traducteurs comme Que Dieu me patafiole, qui est complètement suranné, et c'est ce qui fait le charme de ce personnage. Donc initialement, il n'avait pas cette fourrure, et c'est dans Amazing Adventure numéro 11, où, cherchant à
soigner cherchant à avoir une apparence un peu plus humaine que ce qu'il a actuellement. Il a testé des formules sur lui qui ont eu l'effet inverse et qui ont augmenté sa mutation et qui lui ont fait pousser ce poil de bleu sur tout le corps, ce qui a été assez difficile. Et ça a même été un petit peu plus loin dans New X-Men 114, où il a même adapté une forme presque léonine, donc avec un visage qui est un visage encore plus félin que celui qu'il a actuellement. À noter que dans l'arc Death of X, les mutants sur Terre se chopent une maladie un petit peu étrange et Beast le fauve va analyser cette maladie, va se rendre compte que son origine c'est la brume terrigène des Inhumains, donc qui s'est répandue dans l'atmosphère terrestre et qui va tuer progressivement tous les mutants. Et donc Beast va s'installer à Attilan, donc la capitale des Inhumains, et va y rester un certain temps, même après cet arc-là. Et c'est la raison pour laquelle il va être également dans le jeu associé à l'affiliation Inhumain. Ouais. En tout cas, ce personnage, moi, il m'a toujours fait triper. Dans les jeux vidéo, il est aussi pas mal. On parlait de jeux vidéo tout à l'heure, mais il a pas mal de coups sympas. Et ouais, j'aime bien ce côté scientifique et bestial. Je trouve que c'est top. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il est aussi amoureux de Mystique aussi. Mais je me trompe peut-être. Mais il me semble qu'il était amoureux de Mystique. Il y a une histoire, effectivement, qui date des années 90, me semble-t-il, où il y a eu une romance, effectivement, entre lui et Mystique. Alors, du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage et qu'on décrive un peu ses caractéristiques. Donc, c'est un personnage qui coûte 3, donc ça, c'est pas mal. Il a des stats moyennes. Il gagne 1 en défense physique et il perd 1 en défense énergétique, donc ce qui donne 4, 2, 3. Et il a 1 point de vie en plus sur sa phase bonne santé qui le porte à 6. Concernant donc ses attaques, on a une attaque portée 3, donc ce qui est un peu mieux que les attaques à portée 2, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des attaques à portée 3 plutôt que 2. Et après la résolution de cette attaque, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Embuscade, donc si on obtient un dé et fait à 5 dés, ce qui fait 49%, après la résolution de cette attaque, placez ce personnage à 1 du personnage attaquant. En gros, ce personnage qui va avoir de petites spécificités qui va permettre de tout le temps qu'il se déplace. En fait, je l'imagine trop comme un fou qui galope, qui bondit, etc. Et ouh, tous tes petits coups de ninja là. Et en fait, c'est excellent. Ils l'ont bien représenté. Parce qu'en fait, dans les jeux de baston, c'est exactement ça. Tu fais tous les rangs. Et dans les comics également. Et donc, je trouve que c'est plutôt bien. Et donc, à chaque fois que lui tape, il se déplace. Freestyle animanier, donc on en parle. Donc, portée 2. 6 dés et 4 de pouvoir, donc c'est un peu cher quand même. Après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale saignement, -1 à la prochaine activation. Flotter comme 1, donc si on a un effet, avant d'infliger les dégâts, si le personnage ciblé 3 ou moins, repousser le personnage ciblé d'une distance S, donc on éloigne les autres, et après la résolution de cette attaque, ce personnage peut avancer d'une distance M. Donc il se déplace, il déplace les autres. Instinct de base pour 2, choisissez un élément de terrain interactif de taille 2 ou moins et lancez-le sur une distance S, le top. Pour 2, c'est pas cher. Après, à distance 2, ça reste faible, mais c'est pas cher. Et ça permet de faire mal. Moi, les lancer, ça fait très mal. Dieu me bataffole. Fiole. Donc, c'est ce que tu nous parlais pendant le fleuve. Donc là, on peut dépenser X ressources. Après que ce personnage effectue un jet de défense ou d'esquive, il peut dépenser jusqu'à 3. Pour utiliser ce pouvoir, pour chaque pouvoir dépensé, ce personnage peut relancer un de ses dés. Ça permet en gros c'est un peu un instinct de survie quoi. Il peut crever et puis on utilise ses pouvoirs pour pas qu'il crève et relancer nos dés, c'est on va dire être sauvé à la dernière minute avant que le gong ne sonne. Déconcertant mais provoquant, chaque fois que ce personnage lance un dé, après la résolution, il gagne un pouvoir s'il a obtenu au moins un. Il me semble que c'est un crâne. Oui, c'est un crâne.
Voilà, et puis il a la compétence monte en l'air, ce qui est logique, il peut escalader surtout et pas passer de sa réglette S, mais garder sa réglette M. Ben moi, ce personnage, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon personnage moyen qui va nous permettre d'avancer rapidement et de prendre rapidement des zones de contrôle et de faire chier un peu l'autre, en fait. C'est un personnage qui embête ses voisins. Pour moi, à 3, c'est obligatoirement dans une faction de X-Men, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, pour le moment, avec les figurines que nous connaissons. Tout à fait. Sachant que la figurine aussi a des pièces alternatives et on peut pièces. Deux pièces alternatives. On peut le faire sous sa forme plutôt bestiale agressive, mais aussi sous une forme plutôt intellectuelle, puisqu'on a une tête avec des lunettes et une main tenant un bouquin. Donc, comme sur la carte qu'on a juste en dessous de R&D avancé. Et d'ailleurs, moi j'ai monté ce personnage il y a pas longtemps et je lui ai mis donc le livre et les lunettes. Je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire fun, quoi. Donc R&D, un personnage peut dépenser jusqu'à 5 ressources pour jouer cette carte. Choisissez un nombre de personnages alliés égal au nombre de ressources dépensées. Chacun des personnages choisis gagne une ressource. Ça peut être top, qu'on a accumulé pas mal de ressources et qu'on n'a pas pris en commandant Cyclope, qu'on a pris Storm par exemple actuellement. Bah, ça permet en fait d'avoir son sac de ressources disponible pour pouvoir le donner aux autres. Je trouve ça plutôt sympa. Après on a Tromperie. Donc Mystique, ça concerne Mystique, donc on va pas en parler, en tout cas aujourd'hui, peut-être sur la prochaine vidéo. Et pareil, la deuxième carte, ça concerne plus la confrérie du mutant, donc ça va pas le concerner lui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le personnage de Beast? Non, c'est vrai que c'est vraiment le côté fluff qui est bien retranscrit dans ces règles, et c'est vraiment ce que j'apprécie sur cette figurine. Moi, pour ma part, je vais parler un peu plus de la composition X-Men. Donc là, en fait, on a 4 X-Men. Franchement, je peux pas dire qu'il y en a un qui est mauvais. Pour moi, ils sont tous bien et ils ont tous leur intérêt. Et je pense qu'actuellement, on connaît pas encore d'autres figurines, mais actuellement, pour 15 points, on a une bonne petite faction X-Men qui, en fait, se complémentent les uns les autres. Et pour moi, ça peut être laissé comme ça. Éventuellement, faudrait faire un choix entre Cyclope et Wolverine si demain on partait sur une composition à 15 points et de se dire bon bah à 15 points je prends 3 personnages pour avoir mon affiliation et 2 personnages moins chers, donc sur une compo à 15, ce qui nous permettrait d'avoir 5 personnages à 3, bah on aurait Storm, Beast et pardon, ah bah non on peut pas, il y en a que 2, pardon, c'est moi qui me trompe. On peut pas, ça nous ferait une base de 11 points. On aurait donc un personnage à 2, mais faudrait séparer de 1 X-Men pour avoir 2 personnages, un à 3 et un à 2. Sur une compo à 15. Sinon, sur des compos à 18, bah, on a les 4 et ça nous permet de prendre un personnage à 4, à 3 supplémentaires. Et entre les deux compétences de commandement, tu partirais plutôt sur laquelle ? Moi, j'avoue, les deux me plaisent. Après, j'avoue que Storm, là, sa compétence, elle est, à mon sens, beaucoup plus utile que l'autre. En fait, il faut voir comment ça joue. Comme j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, faut voir s'ils arrivent à tirer tant de points de pouvoir que ça. Et voir... Enfin, je pense que si tu les joues en les regroupant tous, bah, finalement, avoir un panier de pouvoir où tu pioches dedans, ça peut être sympa. Après, si c'est des missions où les objectifs sont plutôt éparpillés dans la map et pas regroupés à un seul endroit, je pense que je prendrais plutôt Storm en contrôle de points. Mais par exemple, si on parle de tous contre Hulk, peut-être que tous contre Hulk, comme il faut fracasse Hulk, bah que là, peut-être que Cyclope sera beaucoup plus utile parce qu'on est tous au contact de Hulk. Bon, c'est pas du 1v1, mais ça peut être utile dans ce concept-là. Du coup, je propose qu'on passe aux annonces concernant ces cartes et je te laisse nous présenter les prochaines sorties et les teasings qu'on a pu trouver ensemble. Bah, effectivement, parmi les personnages de cette affiliation, on sait d'ores et déjà qu'il y aura Jean Grey, et j'espère qu'il y aura des cartes tactiques qui permettront d'avoir une synergie entre Cyclope et elle, tellement ces deux personnages sont importants en couple. Il y aura forcément Cable, dont on a vu la figurine apparaître récemment dans les previews d'Atomic Mass Game, et également Domino. Qui est plutôt un personnage X-Force, mais effectivement qui a collaboré avec les X-Men également.
Parmi les supputations, on a vu apparaître Gambit et Psylocke sur les cartes tactiques, donc encore une fois, on a une forte chance de les voir apparaître à moyen terme. Et puis parmi les personnages qu'on espère, je pense qu'on est nombreux à attendre d'avoir Colossus, et puis Diablo, Nightcrawler, qui sont deux personnages très iconiques et très très appréciés. En tout cas, moi, je les attends de pied ferme. Et je crois que de ton côté, tu avais aussi des attentes. Ouais, j'ai des attentes, bien évidemment. Je vais confirmer tes attentes. Colossus, et rien que la figurine, je pense qu'elle va être magnifique. Et Diablo, je pense qu'il va casser les bombes de ouf, à se téléporter d'un endroit à un autre, prendre les objectifs. Moi, je pense que ce personnage, j'attends de voir comment ils vont le fluffer, mais je pense qu'il va être très intéressant à jouer. Après, enfin, s'ils le font, pour le moment, on le sait pas. Pour Gambit, c'est un personnage que j'ai toujours kiffé. J'aime bien un peu ce jeu, le bâton, la carte, l'as, avec ses cartes en métal, etc. Je suis plutôt fan. Et par contre, pour moi, il pourrait être joué aussi bien dans les gentils que dans les méchants. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça fait partie des personnages qui ont émergé dans les années 90 et qui sont des anti-héros, c'est-à-dire que effectivement, ils font partie de l'équipe des héros, mais ils n'ont pas une moralité très, très droite. Et après, pour moi, mes espérés, bah, bien évidemment, Charles Xavier. Enfin, je veux dire, être un super leader, faut voir s'ils lui mettent une capacité de commandement, mais ce serait trop fun d'avoir un Charles Xavier et qui pourrait contrôler les figurines à distance, te repousser. Vas-y, tu voulais prendre l'objectif? Ben non, tu le prends pas. Ça serait assez amusant, mais c'est vrai que ça serait pour moi un peu surprenant parce que c'est pas un personnage qu'on retrouve sur les champs de bataille. C'est vraiment le personnage qui dirige de loin. Peut-être que plus tard, ils vont faire des personnages support que tu vas pas forcément utiliser pour aller foutre des dégâts, mais que tu vas utiliser pour aider les autres personnages. Donc à voir. Après, j'aimerais bien Malicia. Ouais. Parce que je pense qu'elle va être forte, donc on va pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'à peindre, ça peut être sympa. Et après, Angel, là, pas parce que je suis fan du personnage, mais juste ça apporterait un truc très joli à peindre. Ça permettrait de compléter sur le terrain. Avec Angel et Iceberg, on aurait le roster initial des X-Men. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à cette vidéo? Non, encore une fois, c'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger ensemble sur ces figurines. Je trouve que les X-Men, c'est une très belle portée. Tant en termes de figurines, elles sont vraiment magnifiques, que sur les règles, et j'ai hâte de voir la suite. Moi, j'avoue, je suis très fan. Les figurines sont superbes. Et puis, j'adore les X-Men. Enfin, ça parle à tout le monde, les X-Men. Et quand ils sont arrivés, tout le monde a fait « Waouh, les X-Men !» Et j'ai hâte d'en voir d'autres. Parce qu'il y a moyen de faire des grosses teams X-Men. Et plus il y en aura, mieux c'est, moi, je pense. En tout cas, les barbus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pareil, si on fait des erreurs, n'hésitez pas à nous le dire. On en a fait dans les vidéos précédentes. Et mea culpa, on se corrige. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos prochaines vidéos. Et quant à nous, les barbus, on vous dit à bientôt et que le poil soit avec vous. Ciao.